Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouyon. Des conflits sont inhérents dans notre société, conduisant à des conséquences désastreuses comme des dégâts matériels et surtout des pertes en vies humaines. En Afrique et surtout au plan politique, les crises sont légion et parfois font craindre le pire. Au lendemain des crises pareilles, une question revient régulièrement sur toutes les lèvres. Comment faire pour réparer l'injustice causée aux victimes des crises afin de construire une nation unie et prospère? Pour la plupart des experts spécialisés dans la résolution des conflits, un seul et même scénario doit être favorisé, la réconciliation. Que comprendre par la réconciliation et pourquoi parler de réconciliation? Ne devons-nous pas parler de vérité et de justice avant la réconciliation? Ces différentes questions seront passées au scanner de ce numéro de votre émission spéciale Afrique Stratégie avec un expert qui apporte une nouvelle approche de réconciliation pour la résolution des conflits dans nos pays. Je vais nommer le professeur coach Patrick Armand Pouyon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. Réconciliation, pourquoi et comment? C'est le thème en débat aujourd'hui sur Afrique Stratégie. On se retrouve avec notre invité juste après l'intermède depuis le studio Komla Bernard Pouyon de Cotonou. Professeur, bonjour. Bonjour. Le samedi passé, c'était l'anniversaire de Pouyon, prince Richard du Burkina Faso. Et le dimanche, c'est Okani Gisèle du Gabon. Quel est le décret du coach Pouyon pour eux? D'abord, leur dit que je les aime, que je les adore. Leur dit combien ils comptent pour moi, combien ils comptent pour Dieu, combien ils comptent pour les ambassadeurs du développement et coach. Et leur décréter un heureux anniversaire, un joyeux anniversaire, le meilleur dans tous les domaines. Je leur décrète beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de prospérité, beaucoup d'évolution, beaucoup de réussite. Je les décrète tous les bons et je voudrais qu'ils n'oublient jamais que nous les aimons et que nous sommes avec eux aujourd'hui et pour toujours. C'est quoi au juste le coaching? Le coaching, c'est une science qui permet d'aider quelqu'un à anticiper les conséquences de son acte avant de les poser, quel que soit le domaine. C'est-à-dire que lorsque on fait appel à un coach et on veut se marier, on sait à quoi s'attendre. Lorsqu'on fait appel à un coach et on veut poser un acte, on sait à quoi s'attendre. Lorsqu'on fait appel à un coach et on veut avoir plus de santé, on sait donc les actes à poser pour avoir plus de santé. Donc le coach, c'est un accompagnateur qui permet à la personne accompagnée d'anticiper les conséquences de ses actes avant de les poser. N'est-ce pas du développement personnel? Le développement personnel fait partie du coaching. C'est vrai que ceux qui n'ont pas fait une formation en tant que tel ont l'habitude de se définir comme coach en développement personnel. En fait, le coaching est une science transversale. Donc, on ne peut pas faire du coaching et être coach d'un domaine. Vous allez entendre par exemple coach sportif. Non, au fait, c'est des préparateurs sportifs. Parce que le coach, dans le domaine du sport, peut ne jamais faire du sport lui-même. Son rôle n'est pas de faire du sport. Et son rôle n'est pas d'aider quelqu'un à faire du sport. Son rôle dans le domaine du sport, c'est d'aider les athlètes, les compétiteurs à être dans les meilleures conditions possibles pour affronter une compétition. Je donne un exemple très simple. Lorsque nous avons souvent des compétitions, on est stressé et tout. Alors le coach peut poser simplement la question de savoir qu'est-ce qui peut t'arriver de pire à la fin de cette compétition. Le pire, c'est que je perde. Donc, dans tous les cas là où tu es, tu n'as pas encore gagné. Donc, tu ne peux rien avoir de moins que ce que tu as maintenant. Alors, vas-y. Donc, bref, le coach, c'est de façon transversale. Certains vont vous dire coach politique, coach ceci. Non, le coaching, c'est de façon transversale. Maintenant, on peut mettre ça au service d'un domaine de spécialité. Quel rôle le coaching pourrait jouer en politique? Justement, vous savez qu'en politique, nous avons beaucoup de conseillers. Des gens qui te disent ce qu'il faut faire. Des gens qui te disent il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Or, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le recul que tu as. Ils n'ont pas les responsabilités que tu as. Ils n'ont pas accès aux connaissances auxquelles tu as accès.
Ils n'ont pas accès à d'autres facultés que toi tu as. Donc, en tant que décideur, tu as la possibilité d'avoir le recul nécessaire pour prendre un certain nombre de décisions que les autres n'ont pas. Donc, résultat, le coach vient non pas pour te conseiller, mais pour t'aider à prendre les bonnes décisions. J'ai l'habitude de raconter cette expérience de Barack Obama, qui candidat aux primaires contre Hillary Clinton. Hillary Clinton venait de sortir les dossiers sales contre Obama lors des primaires. Vous savez très bien, c'est ce qui se fait un peu en politique, hein, de façon déplorable un peu partout. Alors, Barack Obama demande à ses conseillers, on fait quoi? Parce que les sondages sont en faveur de Hillary depuis qu'il a sorti les dossiers. Alors, tous les conseillers à l'unanimité ont dit, nous devons aussi sortir les dossiers sales sur les Clinton. Ils ont des dossiers sur nous, on a des dossiers sur eux. Ils ont sorti, nous-mêmes on sort. Alors, Barack Obama se tourne vers son coach, David Alceron, et il demande à David, on fait quoi? Et David se tourne vers les conseillers, parce qu'il doit aider les conseillers à donner le bon conseil. Il n'est pas là pour concurrencer les conseillers. Alors, il se tourne vers les conseillers et il leur pose la question de savoir, est-ce que nous pouvons gagner les élections présidentielles si nous ne gagnons pas la Floride? Ils ont dit non. Est-ce que nous pouvons gagner la Floride sans les Clinton? Ils ont dit non. Est-ce que les Clinton accepteraient de nous aider si nous sortons les dossiers sales sur eux? Ils ont dit non. Est-ce que ça vaut la peine de gagner les primaires si nous allons perdre les présidentielles? Ils ont dit non. Alors, est-ce que nous devons sortir les dossiers sales sur les Clinton? Ils ont dit non. Il dit, Monsieur le Président, vos conseillers disent que nous ne devons pas sortir les dossiers sales sur les Clinton. C'est ça le coaching. La dernière fois, le coach Bamba des États-Unis d'Amérique faisait une émission sur Sika TV, une émission qui parlait de procès au Burkina, d'insécurité au Burkina, et il donnait un exemple pour montrer que on ne peut pas faire la sécurité sans le peuple. Et comme il l'a dit si bien, son vis-à-vis n'a fait que entériner, parce qu'il ne l'a pas dit comme point de vue de lui, contre le point de vue de quelqu'un d'autre, il a dit comme une métaphore très simple qui permet à tout le monde de savoir que lorsque le peuple est divisé, le terrorisme va rentrer. Et pour que le peuple ne soit pas divisé, il faut donc la réconciliation des cœurs, la réconciliation des uns et des autres, pour que les militants de l'autre ne puissent pas encourager le terrorisme contre son propre pays. Ce matin, nous parlons de la réconciliation. C'est quoi déjà la réconciliation? La réconciliation, c'est quand l'autre dit « je n'ai pas raison seul ». L'autre aussi a peut-être raison. Il va falloir que je mette un peu d'eau dans mon vin et que lui aussi mette de l'eau dans son vin pour que nous puissions s'entendre, s'écouter, se parler et aller dans le sens d'une réconciliation des cœurs. Je vais l'expliquer autrement. Vous savez, dans tout notre parcours, on nous a fait croire que lorsque nous avons raison, l'autre a tort. Et c'est ça tout le problème. C'est le problème en politique, c'est le problème dans les couples, c'est le problème dans les entreprises, c'est le problème partout. On pense que parce qu'on a raison, l'autre a tort. Oh non, le coaching nous révèle que je peux avoir raison et l'autre aussi. Je vais prendre quelques exemples. Vous allez aujourd'hui au Bénin, on va vous dire, ceux du camp du chef de l'État vont vous dire, c'est le président qui a raison et l'opposition a tort. Et l'opposition va vous dire, c'est nous qui avons raison et le président a tort. Maintenant, si vous prenez chacun a énormément d'arguments qui montrent qu'il a raison. Donc, il est possible de démontrer la vérité des opposants. Il est possible de démontrer la vérité de la mouvance. Alors, tant que nous sommes dans la logique de moi j'ai raison et l'autre a tort, il est impossible de permettre aux gens de s'écouter et de se réconcilier. Donc, vous voyez, la réconciliation demande un effort pour comprendre que même si j'ai raison, l'autre aussi n'a pas tort. Parce que ma raison ne s'oppose pas à la raison de l'autre. Vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est le même problème. Les Claude Gbagbo vont dire, voici notre vérité. Et ils ont des arguments pour ça. Les pros Ouattara vont dire, voici notre vérité. Et ils ont des arguments pour ça. Mais dans ça là, il y a quelque part, chacun doit faire un effort pour aller vers l'autre, afin que nous nous retrouvons à un carrefour qui n'est pas toi tu as raison, parce que tant qu'on est dans toi tu as raison, les autres ne peuvent pas être d'accord. Tant qu'on est dans l'autre a raison, les autres ne peuvent pas être d'accord. Il faut donc oublier affaire de qui a raison pour aller l'un vers l'autre. Je vais aller plus loin, prendre un cadre de couple pour qu'on comprenne. La réconciliation, c'est quand les gens veulent la paix.
Le contraire, c'est quand les gens veulent la guerre. Et je vais vous expliquer ça de façon très claire. Un couple avait l'habitude de se bagarrer tout le temps. Le couple voisin ne se bagarre jamais. Alors le couple qui se bagarre tout le temps a décidé de chercher quel est le secret de l'autre couple. Le monsieur est donc monté sur le mur pour voir ce qui se passe dans l'autre maison. Le monsieur de l'autre maison, qui ne fait jamais de bagarre, est à table en train de travailler sur ordinateur. Sa femme est à la cuisine en train de préparer. À un moment donné, le monsieur a voulu prendre le téléphone et un verre est tombé, s'est cassé. Il est allé au sol pour ramasser. Sa femme a couru. Chérie, excuse-moi, c'est ma faute. Et le monsieur dit non, c'est ma faute à moi. Je devais moi aussi faire attention avant de faire quelque chose pour ne pas faire tomber le verre. Et les deux ont ramassé les verres. Ils se sont embrassés. Ils sont allés chacun dans son coin. Alors le monsieur descend. Et sa femme lui dit quel est leur secret. Il dit là-bas, quand il y a problème, tout le monde a tort. Ici, quand il y a problème, personne n'a tort. Alors la réconciliation, c'est quand nous quittons les j'ai raison pour commencer par dire j'ai aussi un peu tort. Parce que s'il y a bagarre, c'est qu'il y a deux coupables. Pourquoi parler de réconciliation? Il faut parler de réconciliation lorsqu'il y a malentendu, lorsqu'il y a conflit, lorsque les gens ne s'entendent plus, lorsque chacun pense qu'on lui a fait du mal et que chacun donne d'un à l'autre. Dans ces conditions, il faut parler de réconciliation. C'est valable dans les couples, c'est valable en entreprise, c'est valable dans les ethnies, dans les cultures, dans les civilisations. C'est valable, vous savez, on a besoin de réconciliation entre Porto Novo et Abomey. On a besoin de réconciliation entre Bobo Dioulasso et Ouaga. Vous voyez un peu, dans des pays, il y a l'histoire, entre Yaoundé et Douala. Dans les pays, il y a l'histoire que les colons, à l'époque, ont construit des histoires pour nous diviser. Il va falloir que nous travaillions dans des processus de réconciliation pour que cette bagarre cesse. L'histoire puisse permettre que des gens de telle ethnie puissent épouser des gens de telle ethnie. Vous voyez, tout ça, c'est les conséquences de la réconciliation qui vont permettre que les gens de telle ethnie puissent épouser les gens de telle autre ethnie. Alors, pourquoi c'est si difficile de se réconcilier? Parce qu'on ne nous a pas appris que nous pouvons avoir raison et l'autre aussi. C'est tout le problème, ça. Le problème, c'est que nous pensons que admettre que l'autre a raison, c'est dire que nous, on a tort. Alors que non. Non, c'est pas ça. Je peux avoir raison et l'autre aussi. Et très souvent, dans la totalité des cas, j'ai raison et l'autre aussi. Le gouvernement, dans tous les pays, le gouvernement a raison de tout faire pour gagner les élections. Tout faire pour gagner les élections. En stratégie, tout fait pour gagner les élections. Et en face, les autres aussi doivent faire tout pour nous gagner les élections. Donc, si le régime fait en sorte de garder le pouvoir, il est dans son droit constitutionnel, puisque la Constitution lui donne des prérogatives qui lui permettent de tout faire pour garder le pouvoir. Donc, on ne peut pas dire qu'un gouvernement a tort de faire ce qu'il faut pour garder le pouvoir. Mais dans le même temps, l'opposition a raison de se plaindre lorsque les gens font. Je vais vous expliquer. Souvent, nous pensons que le fait d'avoir le droit de dire « je ne suis pas d'accord » retire à l'autre le droit de faire. Non, nous faisons et les autres ont le droit de dire « ils ne sont pas d'accord ». Si nous pouvons commencer par se dire « si j'étais à sa place, comment je percevrais les choses? Si j'étais opposant, comment j'allais percevoir les choses? Si j'étais mouvancier, comment j'allais percevoir les choses? Si je me mets dans la peau de l'autre, je comprendrai. Je donne un exemple très simple. Je rentre à la maison tard la nuit. Ton épouse se plaint. Et toi, tu dis pourquoi elle va se plaindre alors que je travaille pour nourrir la famille. Mais mets-toi à sa place et tu comprendras que tu as raison. Et pardon, elle a raison de se plaindre. C'est pas amour pour toi qu'elle se plaint. C'est ton affection pour toi. Ensuite, lorsque madame aussi se met dans la peau de monsieur, elle comprendra elle aussi que dans la peau du monsieur, elle aurait agi de la même manière. Vous voyez un peu? Donc, ça fait que il faut que simplement nous cessons de voir les choses de par notre seul angle de tir. Et que nous commençons par dire, si je veux que l'autre me comprenne, il faut que moi je puisse le comprendre. Si je le comprends, il va me comprendre. Si je le comprends, il va me comprendre. Si je le comprends, il va me comprendre. Donc c'est très important que nous puissions situer les choses comme ça et tout ira bien. Ne devons-nous pas parler de vérité, de justice avant la réconciliation? Le vrai problème est au niveau de la vérité. Parce que dès que vous dites vérité, vous parlez certainement de la vérité d'un camp. Puisqu'il y a plusieurs vérités en jeu. Il y a la vérité des mouvanciers, il
il y a la vérité des opposants, laquelle vous voulez amener à la justice. La vérité de qui vous voulez amener à la justice entre les deux camps. Voilà la réalité. La vérité de qui vous voulez amener à la justice. Je vais vous parler d'un film que j'ai suivi et que je vous encourage à suivre. Le droit de tuer. Voilà un monsieur, il a une fille de 12 ans. Il est à couleur afro comme moi. Il a une fille de 12 ans. Un jour, il est à la maison et près de 3 hommes, viennent lui déposer sa fille au portail. Ils ont violé la fille, les 3. Ils ont uriné sur la fille. Ils ont blessé la fille, déchiqueté son habit. Et c'est eux-mêmes qui sont venus déposer la fille à son papa. Le papa a déposé plainte pour que la justice s'en occupe. Comme c'est un pays raciste, la justice a acquitté, a libéré les 3. Le papa les attendait à l'entrée du tribunal et a tué les 3. Maintenant, on l'a arrêté. Son avocat décide de démontrer qu'il n'est pas coupable. Il dit non. Il veut démontrer le droit de tuer. Alors, il aide l'avocat à comprendre sa façon de faire. Et le jour du procès, l'avocat prend la parole. Il dit, je vais vous parler de votre fille. Il s'adresse au jury. Votre fille, la fille à vous, votre fille que vous avez à la maison, qui a 12 ans, qui est allée à l'école, que vous avez mis au monde, vous avez supporté les cris quand l'enfant était enfant. Vous avez. Donc, il a raconté l'histoire de manière à ce que chacun est en train de voir sa fille. Chacun a vu sa fille en train d'être violée. Chacun a vu sa fille en train d'être urinée, de se voir uriner dessus. Chacun a vu les gens venir déposer la fille. Chacun a vu le tribunal acquitté. Et il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tous ensemble, ils ont dit, il faut tuer. Et le tribunal a acquitté le monsieur pour droit de tuer. La vérité est où? Non, les amis. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. S'il existait une vérité simple, pratique, que tout le monde peut admettre, on n'allait pas avoir de magistrat. On n'allait pas avoir de juge. On allait taper seulement les données dans un ordinateur qui allait dire coupable, innocent. C'est parce que la vérité est toujours relative qu'on a demandé à un être humain d'être assis là pour analyser. Et vous voyez, on peut faire peser sur un être humain une responsabilité trop grande. Parce qu'il prend une décision par rapport aux circonstances, par rapport à son éducation, par rapport à ses sensations, par rapport... Donc, dans tous les cas, la vérité est relative. Et dans ces conditions, vous voyez que toutes les fois où quelqu'un dit qu'il faut commencer par la vérité, la justice, avant la réconciliation, il est en train de dire qu'il faut commencer par ma vérité et ma justice avant la réconciliation. Il va falloir que nous puissions penser réconciliation en se disant que la vérité est toujours relative. Quelle exhortation pour que vive la réconciliation dans les cœurs, dans les foyers et dans les nations? Je voudrais simplement dire qu'il faut que nous commençons par se dire notre raison n'exclut pas la raison de l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai raison que l'autre a tort. Et à partir de cet instant, nous allons relativiser beaucoup de choses et gagner beaucoup de choses. Nelson Mandela aurait fait moins de temps de prison si Nelson Mandela avait compris ça très tôt. S'il avait compris ça très tôt, il aurait fait ce qu'il a fait pour que Frédéric de Klerk puisse le comprendre. Parce qu'à partir du moment où lui il a compris Frédéric de Klerk peut le comprendre. Laurent Gbagbo, la dernière fois, a appuyé sur le bon bouton. Le bon bouton pour permettre à Ouattara de le comprendre, de l'écouter, de l'entendre. Je voudrais inviter tous les hommes politiques de tout pays, surtout en Afrique, à commencer par les opposants, à appuyer le bon bouton pour permettre aux gouvernants de les entendre. Parce que tant qu'ils viennent avec « nous avons raison » et que le gouvernement a tort, je ne veux pas vouloir demander un service à quelqu'un et lui dire que lui il a totalement tort et que moi j'ai raison. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai reçu une dame qui m'a dit qu'elle souffre d'ulcère depuis qu'elle s'est mariée et que c'est son mari qui est coupable. Qu'elle n'avait pas d'ulcère avant de se marier, que son mari est mauvais, que son mari est ceci. Alors je l'ai invitée à demander pardon à son mari. Elle dit pourquoi? Je dis moi je ne sais pas, mais je voudrais t'encourager à demander pardon à ton mari. Elle est rentrée à la maison, elle a fait 3 jours avant d'avoir l'humilité d'accepter de demander pardon. Elle a demandé pardon à son mari et puis elle est allée en ville. Au retour, elle est allée se coucher. Et la nuit,
Elle sent que quelqu'un est en train de la regarder dans son sommeil. Elle se réveille, elle voit son mari assis, en train de le regarder. Le mari qui était d'habitude tendu, nerveux, était beaucoup plus souriant. Et quand elle s'est réveillée, le mari de lui dit, j'ai été vraiment méchant avec toi. J'ai été vraiment mauvais avec toi. Mais je te promets que désormais, je ferai tout pour te rendre heureuse. Il a suffi qu'elle demande pardon pour que l'orgueil du mari descende. Et que maintenant que son orgueil est descendu, il peut voir ce que lui-même a de coupable, ce que lui-même a de mauvais. C'est très important. Lorsqu'on demande à quelqu'un de demander pardon, ce n'est pas que c'est lui seul qui a tort, mais c'est pour permettre à l'autre de voir de ton côté maintenant ce qui ne va pas. Si vous ne pouvez pas avoir l'humilité de reconnaître votre tort, n'attendez pas que les autres reconnaissent votre tort. C'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans les foyers, c'est valable dans les entreprises, c'est valable dans les affaires, c'est valable dans les amitiés, c'est valable en politique, c'est valable partout. Apprenez à assumer, apprenez à reconnaître votre responsabilité et surtout, retenez une chose, le docteur Carl O. Simonton a dit que celui qui reconnaît souvent sa part de responsabilité ne tombe pas malade. Alors ne tombons pas malades. Reconnaissons notre part de responsabilité, présentons des excuses afin que l'autre descende de son piédestal, descende de son orgueil pour voir aussi quelle est sa part de responsabilité et la paix sera là partout, dans les foyers, dans les nations et dans le monde. C'est déjà la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire à chacun et tous, avoir raison ne paie le loyer de personne. Avoir raison ne paie les charges de personne. Avoir raison ne rend personne riche. Avoir raison ne donne la santé à personne. Avoir la raison ne donne pas un mariage. Avoir raison ne donne pas des enfants. Avoir raison ne donne rien de bon. Bien au contraire, on n'est même pas qualifié chez Dieu à force d'avoir raison. Alors ne comptez pas le nombre de fois où vous avez raison. Comptez le nombre de fois où vous avez été le plus grand dans le conflit. Oui, parce que c'est le plus grand qui prend l'initiative de présenter des excuses. En tout cas, n'attendez pas que l'autre vous humilie en vous présentant des excuses. Soyez le premier à présenter des excuses. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a été le premier à décrocher son téléphone. Il est devenu plus grand après avoir décroché son téléphone. Alors faisons la paix et surtout, prenons l'initiative de la paix. Ce n'est pas parce que le nain s'abaisse au pied, le géant s'abaisse au pied du nain pour lui demander pardon qu'il est devenu nain. Bien au contraire, il est devenu plus grand. Nelson Mandela est devenu grand en tendant la main. Tendons la main pour devenir grand. Merci, coach. Merci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.